On se prend un petit peu de temps comme ça en fin de journée. Il est 19h10, ma journée de tournage est terminée. J'ai enchaîné 3 vidéos et un certain nombre de tâches logistiques qui m'ont bien saoulé. On se prend comme ça un petit peu de temps post-journée de travail pour chiacchierare entre nous, comme on dit en italien. J'ai envie de décompresser et je me suis dit, quitte à décompresser, quitte à réfléchir et quitte à faire ce que de toute façon je fais toujours sans le filmer, autant le faisant en le filmer. Alors, en le filmant. Alors, d'abord, comme tu as dû le voir dans l'introduction de cette vidéo, je partage avec toi cet excellent jean de Brooklyn, une de mes découvertes de voyage à New York. Alors oui, alors je te préviens, cette vidéo n'est pas du tout scansée et compressée sur le format habituel, des 12, 12, 13, 14 minutes, qui est désormais un petit peu la règle tacite sur YouTube. Cette vidéo va être voilà, de la discussion. Donc si tu n'es pas prêt à entendre quelqu'un parler et réfléchir à haute voix, eh bien il faut raccrocher très vite. Voilà, cette vidéo a pour objet de partager un moment de ma journée. Et si ça ne t'intéresse pas, eh bien, allume TF1. Alors oui, donc journée de tournage à l'issue de laquelle... Enfin, cette réflexion n'est pas née aujourd'hui, mais cette vidéo s'intitule à l'origine de Burning Man ou quelque chose comme ça. Vous savez, on enregistre en fait avant de titrer, on ne sait pas exactement ce qu'on va titrer. Et en fait, je réfléchis depuis... Alors, ça fait plusieurs années que je connais l'existence de ce festival, dont, alors, si vous vivez complètement sur une exoplanète, complètement déconnecté de tout écosystème commun et que vous ne vous intéressez qu'à, je ne sais pas quoi, au développement informatique ou à la course de chevaux, ou je ne sais pas quoi, bon, c'est dommage pour vous, vous ne connaissez pas Burning Man. Burning Man est un festival, alors, qui mérite un peu tous les qualificatifs, qui est né sur une plage en Californie et qui maintenant se déroule sur une semaine dans le Nevada, où 70 000 personnes américains, mais également évidemment j'imagine du monde entier, se rejoignent pour communier dans une union primaire, tribale, avec le sol du désert, pour écouter de la musique, faire tout un certain nombre, s'adonner à des péripéties, à boire avec modération, à des, on imagine, je ne sais pas, des orgies peut-être ou pas. Donc ce festival, non pas de musique, mais vraiment cette expérience pseudo-artistique ou quasi-artistique ou simili-artistique, suit un ensemble de règles, une dizaine de règles, un décalogue consistant voilà, à ne pas emporter d'argent, à vivre de troc. Alors on n'emporte pas d'argent, mais bien sûr l'entrée est payante, on est quand même aux États-Unis, donc l'entrée c'est 300 ou 400 $. Mais à l'issue de cette... Alors vous me direz, oui, ça paraît impressionnant comme ça, mais enfin 300 à 400 $, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous partez en vacances pour 300 ou 400 $. Donc voilà, en échange de cette entrée, voilà, l'équipe, le staff du festival procure un support évidemment sanitaire et logistique, c'est-à-dire des toilettes, j'imagine, un hôpital pour les urgences, un service de sécurité, etc. Et en échange duquel vous venez avec tout ce qui peut vous faire et va vous faire subsister pendant la semaine, tout sauf du cash. Donc vous allez vivre dans une logique du troc et du surplus, comme on dit en sociologique, vivre dans la logique du surplus et échapper à l'empire de la raison marchande, c'est-à-dire non pas, troquer ce que vous avez en trop et ce qui vous sert moins contre ce que possède le voisin. Alors, je m'interrogeais, j'en parlais avec Léo hier au téléphone, sur les raisons de ce succès. Je regardais comme ça sur différentes plateformes, sur Tumblr, je vois souvent passer sur Tumblr des images complètement délurées d'Amazon chevaux. Alors ça on dirait Mad Max un petit peu, voilà, d'Amazon. Assez sexy d'ailleurs, beaucoup de filles très... alors il faut aimer le genre hippie, mais assez... on sent une tension dionysiaque, on y reviendra. Et on sent un érotisme latent dans ce bain de poussière ambiante et de... Encore une fois, oui, c'est vraiment vivre dans un exomonde pendant une semaine, échapper aux règles, vivre de troc, prendre probablement des substances pour mieux vibrer en symbiose. Je vous renvoie pour cela à l'excellente petite vidéo de mon ami Fred Delavier sur le blanc
qui a besoin pour vibrer de se mettre à l'unisson les Slaves, lui je crois qu'il prenait comme exemple dans sa vidéo, se mettre à l'unisson de milliers d'autres personnes qui cadencent leurs pas et partagent la même expérience, tandis que l'Africain a trois dans sa forêt et qui tape sur ses bambous, comme dit Philippe Laville, voilà, il s'éclate tout seul avec son cousin et sa petite fille. Et donc du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui peut expliquer le pouvoir fascinatoire, absolument fascinatoire, de ce festival sur les gens, au point que son succès ne se démente pas depuis des années et des années. Qu'est-ce qui psycho-sociologiquement, explique qu'il fasse encore écarquiller les yeux à ce point à des jeunes femmes et hommes à travers le monde, et qu'il ait cette puissance presque phallique, fascinatoire, au point qu'on découvre même... Alors je suis tombé au hasard de YouTube sur une vidéo conseil de drague à Burning Man, donc une jeune fille expliquait que c'est pas parce qu'on est dans un exomonde, dans un exosystème, qu'il suffisait de venir voir quelqu'un et lui disait de lui dire est-ce que tu veux coucher avec moi, ben, ce qui va sans dire, mais enfin... How do I get laid at Burning Man? You don't. No, I'm just kidding. So, in all seriousness, though, this is a topic we should touch on. Obviously, Burning Man is a very sexy festival, and a lot of people are going there sort of looking to hook up. There is no denying it. For a lot of people, that is a goal in their mind. Manifestement, l'hétéro-binaire de base, il y en a partout. Et cheers encore. Et donc, alors, je me suis mis à la recherche d'explications plausibles à ce succès. Alors, on dit, oui, attirance pour l'orgie païenne, l'ivresse. Alors, qu'est-ce que m'a dit Léo? Léo a fait une petite recherche sur Wikipédia, je pense, et m'a sorti un petit texte que je vais parcourir en diagonale avec vous. Je vous avais dit, c'est pas une vidéo très construite, c'est une vidéo où vous avez envie d'échanger avec moi et d'entendre un petit peu comment je... Oh, qui c'est ça encore? Je la rappellerai plus tard. C'est mon architecte. Et d'entendre comment je travaille et comment je pense. Alors Léo donc me dit copiant Wikipédia, j'imagine, d'un point de vue individuel. Enfin, il n'y a pas de mal, hein, Léo, te vexe pas. Moi aussi, je vais toujours voir Wikipédia. L'expérience fait la part... un petit rototo. L'expérience fait la part belle à l'expression personnelle et à la créativité reprenant l'esprit des mouvements, dit alternatif. Quoique la densification des participants ne la rende radicale. On peut parler d'une épreuve physique et sensorielle. Bah oui, effectivement, survivre dans le désert quasiment sans vêtements pendant une semaine, c'est se brûler, donc c'est une expérience physique. Et sensorielle, bah oui, effectivement, quand on se départit de sa cape de respectabilité occidentale, évidemment, et qu'on se retrouve en slip dans le désert, eh bien, c'est une expérience sensorielle. Il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est quelque chose que je ferai peut-être un jour et qui m'intrigue énormément, voilà. Donc je cherche à comprendre. Cette vidéo vous montre que quand on est un obsédé de la sociologie ou de la psychosociologie, on n'a pas besoin de valider ou d'approuver pour chercher à comprendre les mécanismes par lesquels les autres valident et approuvent. Le festival qui a les traits d'une utopie temporaire, donc là on a quand même un premier indice, hein, est-ce une expérience humaine, hein, pas une expérience d'M6, voilà, vous avez compris, une vraie expérience humaine. Est-ce une expérience sur l'utopie? L'utopie est-elle possible? Est-ce une expérience orwellienne sur un monde réglé en symbiose? Donc utopie temporaire, mais aussi fête païenne s'achevant en apothéose par le bûcher d'une grande effigie humaine. Ah oui, parce que Burning Man, évidemment, sous-entend que l'on brûle à la fin l'effigie. Donc là, la valeur de l'effigie en cours, hein, du festival qui s'est achevé hier et aujourd'hui, je ne sais plus, c'est quand même $250 000, 250 000 $, donc ça fait cher pour une statue en bois. Oui, Léo, je sais qu'on parle de toi. Bon. Que les organisateurs ont tenté de structurer par l'énoncé de 10 préceptes, donc c'est ce que je vous disais, bénévolat, etc., abattre toutes les barrières, aussi bien à l'intérieur de soi.
je demande d'avoir la liste exhaustive des substances qu'a pris quelqu'un pour pondre quelque chose d'aussi niais. Aussi bien abattre les barrières à l'intérieur de soi, enfin, qu'on m'explique comment on fait, et les individus de la collectivité. Bon, bref, c'est un petit peu open border, c'est un peu sorosien. Non, alors, en réalité, l'explication païenne me convainc peu. J'ai produit une vidéo récemment que vous avez très peu regardée, parce qu'évidemment, elle est complexe, qui s'appelle « Le rôle de l'orgie dans le banquet païen », ou plutôt le rôle du banquet païen dans la société gréco-romaine, et dans laquelle, société gréco-romaine qui s'étendait jusqu'au sud de la Gaule, hein, Marseille inclus, et dans laquelle nous apprenions notamment que le rôle du banquet était en réalité de provoquer effectivement les effets de la boisson, donc les effets dionysiaques. Hein, les orgies portent le surnom de Dionysie, du fameux dieu païen de la vigne, du vin et des arbustes, pardon. Et donc, le but des banquets et des banquets païens n'était pas en réalité de soumettre les gens à une ivresse qui leur fait perdre la raison. Ça, en fait, les gens prenaient le risque de s'aviner seuls, mais était de s'aviner en public pour en réalité que la société, que le groupe exerce un pouvoir coercitif, doux, sur les intentions de s'aviner. C'est-à-dire qu'en fait, en buvant en présence d'autrui, on est soumis au contrôle de l'autre, et comme on prend en compte le regard de l'autre sur son propre état d'ébriété, non, j'allais dire hébraïque. Ah, l'effet du djinn. Allez, hop, on en reprend un autre. Comme on tient compte évidemment du regard de l'autre, du regard d'autrui sur son état d'ébriété, évidemment, on goûte le plaisir du vin, c'est-à-dire le plaisir de la communion charnelle avec le péché originel, etc., sans évidemment courir le risque que l'on court quand on s'abreuve seul, puisque quand on s'abreuve seul, évidemment, sans le regard d'autrui, on peut tomber dans un état d'ébriété beaucoup plus rapidement. Et le vin était d'ailleurs... Je l'expliquais déjà dans cette vidéo, le vin était coupé, en réalité on ne buvait jamais le vin pur, on coupait le vin à l'eau pour bien maîtriser le degré d'ébriété de chacun. Donc l'explication païenne ne me convainc pas à deux titres. Burning Man ne me semble pas être une résurrection de banquet ou d'orgie païenne, premièrement car dans l'essence... Hein, ce n'est pas une vision essentialiste, c'est une vision historico-sociologique. Dans l'essence du banquet païen, il n'y a pas la perte de contrôle, il y a le contraire. Et secondo, ceci n'expliquerait pas, quand bien même cette hypothèse fût-elle validée, ceci n'expliquerait pas une grande disparité ethnico-sociologique. Et oui, en réalité, à Burning Man, je vais vous montrer quelques photos, il n'y a que des blancs. Il n'y a quasiment que des blancs, il y a 80% de blancs, 1% de noirs, et le reste, c'est de l'hispano-asiatique. Mais quand il s'agit de communier avec la terre dans une grand-messe naturaliste où on se balade un peu tout nu avec une sarbacane au bout de la teub, normalement, l'Africain est assez bon. Hein. Il n'est pas bon à tout, mais enfin, il est bon à... Il est assez bon pour draguer en mode naturiste, l'Africain, normalement. Alors pourquoi n'y a-t-il que 1%? Pourquoi cette communion rituelle est-elle un truc de blanc? Pourquoi est-elle un truc de toubab, de babtou? Vous voyez bien que l'explication de la résurrection païenne ne suffit pas. C'est pas qu'elle ne colle pas, c'est qu'elle ne suffit pas. Je finis mon jean. J'ai une bonne... finalement, c'est bien de faire les vidéos en fin de journée. On a un beau teint. J'ai un beau teint, là. Alors, je pense qu'il y a une grille de lecture philosophique nietzschéenne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas cité le moustachu, qui explique en partie les choses. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche rappelle cette distinction qui fonde toute l'œuvre artistique, dionysiaque, Dionysos Apollon. Apollon étant le dieu des arts esthétiques, enfin, étant le dieu d'un système de valeurs sur lequel se fondent les arts esthétiques,
Apollon, c'est le clair, le beau, l'exact, l'équilibre et le fini. Et Dionysos, donc notre fameux dieu de la vigne, vigne sur laquelle pousse évidemment breuvage, interdit ou dilué, Dionysos étant le dieu du contraire, c'est-à-dire pas forcément du beau mais du tragique, pas forcément de l'équilibre mais de l'ivresse, et du libre cours aux instincts primitifs. C'est le dieu de la fête, de la musique et de la boisson, pour simplifier. Hein. Si vous pensez à, pour ceux qui ont la mémoire courte et qui se mélangent un peu les concepts, je fais un peu de la pédagogie 101. Dionysos, c'est le dieu de la boîte de nuit le samedi soir, et Apollon, c'est le dieu du peintre qui peint l'horizon tout seul sur la promenade des Anglais à Nice. Voilà. Hein, puisque l'horizon du grec oros, hein, étant la simplicité symbolique pure du trait horizontal que l'on voit au bout du monde et qui termine le monde. Dans le monde dionysiaque, le monde ne peut avoir de fin puisque l'on communie avec lui par l'intermédiaire donc de substances, de la fête, en festoyant, en communie avec lui et communiant avec lui, le monde est en nous et nous sommes le monde. Hein, un petit peu comme dans la religion bouddhiste, Dieu c'est nous, hein, Dieu est en nous et on est Dieu, alors que dans la religion bouddhiste, donc l'union avec Dieu est possible, et dans la religion catholique, eh bien l'union avec Dieu est impossible. C'est pour ça qu'on fait sa communion. Et oui, communion, c'est comme union. Parce que l'union est impossible. Donc on fait tous la comme-union pour bien se rappeler qu'on ne peut pas être Dieu. Hein. Donc c'est pas la peine de le chercher en nous. Hein. C'est ce que les chrétiens en prenaient. Alors, qu'est-ce que je racontais donc oui, alors... donc l'explication serait, philosophiquement... Alors on a abandonné l'hypothèse du banquet païen pour Burning Man. Donc l'explication philosophique serait que le succès de Burning Man s'expliquerait par la résurrection du plaisir dionysiaque. Hein, c'est-à-dire, on rappelle encore une fois, je fais ça sans note, dionysiaque, c'est... voilà, le monde n'est pas beau, il reconnaît la souffrance réelle, forme primitive, lien charnel avec la terre. Hein. Dans Burning Man, on est couvert de sable très rapidement. Donc le dionysiaque, c'est les forces naturelles, l'instinct primitif, je vous le disais, l'ivresse, le lien charnel avec la terre, le sentiment de ne faire qu'un avec le monde et avec l'originel. Mais ceci n'explique pas pourquoi il n'y a que des blancs, pourquoi c'est un truc de Babtou, pourquoi il y a 1% de black, alors que dans la forêt en Éthiopie ou je ne sais pas où, je pense que niveau faire qu'un avec l'originel et instinct primitif, on est champion. Je dis on, je me sens un peu black ce soir. Alors, je vais vous livrer donc ma réponse, enfin mon hypothèse sociologique. Hein, vous savez, un chercheur en sciences humaines ne peut jamais décréter qu'il a raison, il ne peut que postuler qu'il a raison temporairement jusqu'à ce qu'une meilleure explication arrive. Hein. Donc je ne peux que vous formuler une explication cohérente en interne, fonctionnelle je l'espère, et en attendant que vous m'en proposiez une meilleure. Si vous m'en proposez une meilleure, eh bien je le reconnaîtrai bien volontiers. Alors c'est très intéressant cette vidéo en temps réel parce que le soleil tombe et du coup je vois la balance des couleurs changer sur l'écran. J'ai mon voisin là qui me dit bonjour. Salut voisin. Alors en réalité, cette histoire de brûler quelqu'un, c'est pas nouveau. Et je ne pense pas forcément au 1er mai à Jeanne d'Arc. En réalité, en Europe, à l'époque de l'Empire gréco-romain, il n'y avait pas que la Gaule, enfin la Gaule n'avait pas la forme que l'on connaissait, vous le savez. Le premier qui m'écrit en commentaire « j'ai la Gaule », de baffe. Il y avait donc en réalité l'Empire romain qui s'étendait jusqu'au sud de ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Au milieu, il avait une bande comme ça qui s'appelait les Celtes. Et puis en haut, il y avait les Belges. Enfin les Belges, puis assimilés quoi.
Et en réalité, les Celtes n'étaient pas d'un peuple uni par une ethnie. Ils semblaient une ethnie, parce qu'ils se décoloraient les cheveux en clair, donc ils semblaient une ethnie sanguine, enfin par le sang. Mais en réalité, c'était un peuple, c'était plus un peuple civilisation qu'un peuple classe ou qu'un peuple ethnique, si vous voyez la référence. D'ailleurs, si vous voyez la référence, mettez-la en commentaire. Et les Celtes, donc, qui dit civilisation plus que peuple ethnique, dit qu'elle tient par des rituels, par une théologie, par des rituels. Et l'un des rituels celtes, qui est donc une population initialement d'Europe centrale et un petit peu du nord, qui a dérivé vers l'Europe méridionale et occidentale progressivement avec les siècles, c'était même une civilisation indo-européenne initialement, qui a fait un parcours un peu en arc de cercle, comme ça, et qui est arrivé au milieu de la France sur une espèce de tranche, vous voyez, Lille en haut, Marseille en bas, sur une tranche diagonale comme ça, il y avait les Celtes au milieu, puis ils terminaient là-bas en Irlande, en Angleterre, en ce qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse, l'île de Man, etc. Et les Celtes, donc ce peuple civilisation, tenait par un certain nombre de rituels, dont donc rituels professés par des druides. Druides, donc leur clerc à eux, qui croyaient à ce que l'âme visite et se transvase, voyage d'un corps à l'autre. Alors on sait depuis Spinoza que la dissociation corps-âme n'existe pas, il suffit de, comme dit quelqu'un qu'on ne nommera pas dans un livre qu'on ne nommera pas, mais que je nommerai quand même, qui s'appelait La sociologie du dragueur, ouvert à la féminisation, je ne sais plus. Cheers. Il disait qu'il suffit de supprimer le corps de quelqu'un et puis l'âme n'existe plus. Donc en réalité, Spinoza 1848, je crois qu'il a dit ça, en réalité les Celtes croyaient, enfin les druides, donc les clercs des Celtes, professaient le transfert de l'âme d'un corps à l'autre. Et donc du coup, pour guérir un criminel, ce qu'on faisait, c'est qu'on lui cramait la gueule. Ben oui, parce que si une praxis, c'est-à-dire si une âme potentiellement pure est enfermée dans le corps d'un criminel, il faut la laisser sortir pour qu'elle puisse rejoindre un corps sain, un corps honnête. Et pour la laisser sortir, on brûlait le mécréant, on brûlait le criminel, et son âme, éventuellement, pouvait rejoindre, si l'envie lui en venait, un corps sain. Bon, alors au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu douloureux de brûler les gens comme ça, pour un oui, pour un non. Et on a remplacé, évidemment, on a arrêté d'aller chercher des gens en prison pour les cramer de façon arbitraire. C'est revenu un peu en Afrique avec Mobutu, qui dans les années 70 sortait des mecs de tôle et puis les décimait comme ça, pour montrer qui était le boss. Il faudrait peut-être faire ça de nos jours d'ailleurs, ça les calmerait un peu. Et donc quand on s'est rendu compte que quand même, bon, brûler les gens, ça faisait du boulot, hein, comme dit un autre qu'on ne peut pas citer, bon, j'ai pas le temps, je suis occupé. Donc quand on s'est rendu compte que cramer les gens, c'était du boulot, on a cramé des statues. Puis comme les statues, ça brûlait pas bien, on a fabriqué des personnages en bois, qu'on appelait de Wickerman, que l'on a brûlé, voilà. Et donc la cérémonie de brûler un personnage de bois ou d'osier. Je vais vous mettre une petite photo, là, vous allez voir, ça va être marrant. Vous allez me voir à côté d'un de ces personnages que j'ai découvert l'hiver dernier dans un sous-sol en Toscane, sous la ville de Lucca. Il y avait cette sculpture-là, je fais quasiment 2 mètres. Vous voyez la hauteur de la sculpture, elle en fait 5. Magnifique sculpture comme ça, en bois, en lame de bois pliée. Et donc l'origine historique de Burning Man serait dans le brûlot, l'acte de brûler les Wickerman celtiques. Sauf que vous savez bien que les Américains sont une population évidemment à base d'immigrants de ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne et d'Europe occidentale en général, et donc à grande dominante, enfin avec une grande proportion de Celtes. Et donc la raison, le succès, selon moi, enfin c'est mon hypothèse sociologique, et là vous voyez, je vous explique un petit peu comment je raisonne, comment je travaille et à quoi j'occupe mes journées, à part parler
de micro-anecdotes, d'épiphénomènes de textos sur YouTube ou sur Facebook. Voilà la réalité de mon travail et de mes réflexions. Je pense que le succès et la grande inéquité et inégalité des représentations ethniques à Burning Man, hein, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas 1% de noirs, hein, que les blancs, c'est bientôt une minorité aux États-Unis. Donc pourquoi il y a 80% de blancs, 10 ou 14% d'hispanos asiatiques et 1% de blacks? C'est parce qu'en réalité, ça fait vibrer un souvenir, une corde, un génome, ça fait vibrer un gène dans l'ADN, ça fait vibrer le gène celte. Et qu'en réalité, les gens qui, je postule, je parie, j'aimerais bien faire un petit pari comme ça, stéphanien, pascalien, que les fascinés par l'orgie dionysiaque Burning Man sont des descendants celtes. Voilà. Que cet acte, que ce rituel religieux fait vibrer profondément derrière la décadence transcendante. Immanente, pardon. Enfin, les deux d'ailleurs. Bref, voilà, on a passé une petite fin de soirée ensemble. Vous voyez que l'image se détériore car le jour tombe. J'ai fini mon gin, ou presque. Ça, c'est l'eau du glaçon qui a fondu. Oui, alors le meilleur cocktail du monde, hein. Un très bon gin, un très très bon gin, et un bon glaçon fait avec de l'eau de source, pas avec de l'eau du robinet, et un brin de romarin. C'est le meilleur cocktail du monde, dans un beau verre. Il n'y a rien de mieux. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'au bout, je vous en félicite. Dites-moi en commentaire si vous avez parfois envie de partager des moments de vie comme ça et des réflexions pas forcément structurées. Dites-moi également si je vous ai fait chier jusqu'à l'os. Et si vous tombez sur moi par cette vidéo-là, bah, c'est pas de chance. La plupart sont plus claires, plus structurées. Puis si elle vous a plu, faites-le moi également savoir. Et le cas échéant, je partagerai plus de moments de vie et de réflexion comme ça en temps réel avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. Enfin, je ne sais pas quand je la publierai, là, il est vendredi soir. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger ces réflexions hors du cadre formel d'une vidéo timée. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'était pas encore fait. Et à très bientôt.